Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Racha Onesi, je suis médecin généraliste à Bordeaux et je suis maîtresse de conférence au département de médecine générale de l'Université de Bordeaux. Et puis, je vais te laisser te présenter, Arthur. Bonjour, je suis donc Arthur Garcia, interne de médecine générale en 3e semestre à Dijon actuellement, et trésorier de l'ISNER-IMG, l'intersyndicale des internes de médecine générale. Je tiens à remercier nos trois intervenants experts, Jean-Marc Alliot, Brigitte Serroussi et Étienne Rivière, que je laisserai se présenter plus amplement lors de leurs interventions. Et on va aujourd'hui justement essayer d'aborder l'IA et la pédagogie plus dans ses implications, dans la façon dont on va pouvoir accompagner les étudiants. Donc, aujourd'hui, l'angle sera plus comment on forme les étudiants, comment on appréhende la pratique de l'IA dans le soin en tant qu'étudiant. Et puis, nous, en tant que formateurs, quelles implications ça peut avoir, et à la fois en tant que soignants. Donc voilà, je suis absolument navrée d'annoncer que nous ne parlerons pas aujourd'hui de portfolio, de RSCA ou de traces écrites d'apprentissage. Mais il y aura d'autres sessions à ce sujet. Donc, en lien d'intérêt, donc moi, par rapport à ce sujet-là, je suis membre du bureau national du CNGE Collège académique au secteur pédagogique. Et Arthur, je ne crois pas que tu es de... Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Alors peut-être pour commencer à placer le propos, est-ce que l'IA, c'est si nouveau que ça? Certaines personnes pourraient même, si vous regardez un petit peu, parfois on fait remonter l'IA jusqu'à l'Antiquité. Donc c'est dire, mais dans l'Antiquité, ça relevait quand même plutôt de l'ordre du mythe et des légendes. Et donc, c'est l'arrivée de l'ordinateur qui a révolutionné en fait les puissances de calcul et qui a réellement lancé l'IA, et notamment avec ce qu'on avait appelé l'approche dite logiciste. Et donc, vous avez comme ça des noms qui vont marquer l'histoire de l'intelligence artificielle, comme par exemple Alan Turing dans les années 40-50. Et puis, à partir de là, en fait, plusieurs phases de développement se sont succédées, alternant avec des phases un petit peu plus, on va dire, d'assoupissement, d'hibernation des évolutions de l'IA. Jusque, par exemple, vous avez dans les années 90, Deep Blue qui a battu Kasparov et qui a remis l'IA au devant de la scène. Et puis, dans les années 2000, en fait, l'intelligence artificielle, elle a progressivement intégré notre quotidien, sans même parfois qu'on s'en rende compte, ne serait-ce que quand on utilise un logiciel de traitement de texte qui, de façon si commode, corrige un petit peu nos fautes d'orthographe, nos fautes de syntaxe et nous fait des suggestions. Eh bien ça, c'est de l'IA. Quand on demande à notre téléphone, à l'oral, par reconnaissance vocale, de lancer des tâches, c'est aussi des systèmes qui s'apparentent à de l'IA. Mais finalement, il y a eu depuis les années 2000 une forme de développement exponentiel de ce qu'on va appeler le deep learning, et jusqu'à ce fameux jour de novembre 2022 où a surgi un phénomène qui a amené à parler de saut quantique, et donc au point d'en arriver aujourd'hui à ce type de questions. Est-ce que vraiment voilà, cette progression si vertigineuse, elle amène à se poser des questions de est-ce qu'on va disparaître? Et c'est pas moi qui le dis, il y a plein de titres régulièrement sur à quel point l'IA fait quand même mieux que nous et à quel point quand même il faudrait qu'on s'en inquiète rapidement. Mais quand on creuse un petit peu, pour l'instant, on voit surtout que finalement c'est surtout un nouvel outil à notre ceinture et qu'il faut qu'on apprenne à l'utiliser. Afin de vous faire croire à toutes et à tous que je maîtrise parfaitement le bricolage, voici un outil, un marteau. Et même moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de visser avec, parce que je pense que ça viendrait casser mon mur ou casser la vis, mais en tout cas, ça ne marcherait pas très bien. En revanche, pour planter des clous, ce marteau est parfaitement approprié. Et donc, finalement, l'IA, quand on parle d'IA, c'est à peu près pareil. Est-ce qu'en IA, c'est d'autant plus important que vraiment la pertinence de l'IA, elle ne va pas s'interroger uniquement à la lumière de la réponse, de la bonne réponse, mais plutôt à la lumière aussi de comment on l'utilise, comment on prend en compte les considérations éthiques, et d'autant plus dans un moment où il y a ce paradoxe aussi, où à la fois il faut s'engager dans le numérique, prendre ce virage-là, et en même temps on doit développer une approche qu'on appelle de One Health, faire attention à la décarbonation du soin, qui est quand même l'un des enjeux quand 2% des émissions de carbone actuellement sont liées au secteur du numérique en santé. Et c'est les data centers qui consomment déjà 2% des ressources en électricité mondiale. Et donc, l'objectif de cette conférence, il est justement d'essayer, avec justement nos intervenants, d'aller au-delà de l'effet waouh, de comprendre cet outil, de le démystifier, non pas pour le diaboliser, mais simplement pour pouvoir
aller au-delà de juste l'innovation pour l'innovation et voir ça, se poser les bonnes questions pour éviter de basculer dans le côté obscur. Il faut assumer quand même cet intitulé. Et puis, autrement dit, la question que je vous invite à vous poser avec nous aujourd'hui, c'est comment utiliser ce nouvel outil de façon qui soit la plus raisonnée et pertinente possible. Donc, au niveau du déroulé, on va d'abord avoir le professeur Jean-Marc Alliot qui va intervenir pour nous présenter justement, mais en fait, déjà de quoi on parle quand on parle d'IA, parce qu'en fait, il faudrait peut-être parler des IA et pas de l'IA comme si c'était un corps unique. On l'a dit, je vous l'ai dit au début de cette introduction, l'enjeu quand on va se former à utiliser les outils d'IA, en tant que médecin généraliste, ça va poser la question de quelle place ça prend dans notre processus de décision. Parce qu'en fait, tout notre quotidien, en tant que médecin généraliste, on passe notre temps à prendre des décisions, à raisonner. Et donc, du coup, déjà comprendre comment nous, on raisonne pour pouvoir envisager derrière quels impacts et quelles transformations va pouvoir apporter l'IA dans ce processus. Et puis, c'était la fin de mon propos, comment on garde une approche éthique du soin, comment on limite les risques de l'IA tout en essayant d'en optimiser les atouts pour nos patients. On vous proposera après ces 3 présentations de mettre en pratique ces interrogations avec des exemples concrets et puis de prendre un petit temps à la fin pour vous permettre de aussi poser vos questions s'il y en avait encore en suspens. Et je vous laisse la parole